Au plus profond des étendues gelées du Yukon, le refuge de Marty Meierotto cachait des vérités que personne n'était prêt à affronter. Ce que les équipes de recherche ont découvert il y a quelques heures à peine a provoqué une onde de choc dans la communauté des montagnards, démêlant des hypothèses de longue date sur l'existence solitaire du trappeur légendaire dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de routine ou d'une préoccupation liée aux conditions météorologiques. C'était le début d'une révélation qui allait changer la façon dont la vie, la force et le silence de Marty sont commémorés. Le premier avertissement est venu discrètement. À 4h17 exactement le 18 décembre, un appel d'urgence a été lancé après qu'un pilote de brousse effectuant un largage de routine a remarqué quelque chose de profondément troublant. Du haut des airs, la cabane de Marty semblait extérieurement intacte, reposant exactement à l'endroit où elle se trouvait depuis des années, entourée de neige intacte et d'arbres squelettiques. Mais quelque chose de vital manquait. Aucune fumée ne s'élevait de la cheminée, malgré des températures avoisinant les moins 38 degrés. Pour un homme qui avait survécu à des décennies d'hivers arctiques brutaux par instinct et discipline, cette absence était plus éloquente que n'importe quel signal de détresse. Dans les heures qui suivent, une opération de recherche et de sauvetage est déclenchée. Au Yukon, le silence n'est jamais pris à la légère, surtout lorsqu'il émane d'une personne aussi expérimentée que Marty. Chaque minute sans contact augmente le risque de façon exponentielle. L'hélicoptère dépêché depuis l'avant-poste le plus proche a nécessité un vol de 90 minutes dans des conditions éprouvantes. De violentes rafales de vent ont frappé l'appareil menaçant de le plaquer contre le flanc de la montagne comme un marqueur d'échec gelé. À bord se trouvaient 5 spécialistes chevronnés du sauvetage en milieu sauvage, des hommes et des femmes, cumulant des décennies d'expérience dans les situations d'urgence en Arctique. Ils se sont préparés à toutes les éventualités, blessures graves, dysfonctionnements de l'équipement en rencontre avec des animaux sauvages, ou la triste réalité qu'ils pourraient être en train de récupérer un corps au lieu de sauver une vie. Le coordinateur principal avait déjà participé à des recherches impliquant des trappeurs chevronnés. Il savait que lorsque quelqu'un comme Marty devient silencieux, la cause peut aller de quelque chose d'aussi simple qu'une radio endommagée à quelque chose d'irréversiblement catastrophique. Alors qu'il s'approchait des coordonnées, le pilote a effectué 2 cercles, scrutant le terrain à la recherche de mouvements de traces de fumée ou de tout autre signe d'activité humaine. Il n'y avait rien. La terre en dessous était une feuille blanche sans faille intacte et indifférente, interrompue seulement par le contour sombre de l'abri et les lignes faibles et rigides du tracé de Marty qui disparaissait dans la forêt. L'atterrissage est périlleux. Un brusque cisaillement de vent menace de faire basculer l'hélicoptère sur la crête. Des cristaux de glace s'abattent sur le pare-brise comme des éclats de verre. Lorsque l'appareil se stabilise enfin, la jauge de température indique moins 40 et un froid si intense que la peau exposée peut geler en moins de 5 minutes. L'équipe se déplace immédiatement, le souffle se cristallisant en nuages de givre à chaque expiration. Chaque pas dans la neige jusqu'à la taille épuise rapidement les forces. Ils crient le nom de Marty encore et encore, leurs voix sont avalées par la distance et le vent, et seul le sifflement funèbre de l'air arctique à travers les pins répond à leur appel. Lorsqu'ils atteignent l'abri, ce qu'ils trouvent défie toute attente. La porte est barrée de l'intérieur exactement comme Marty l'a toujours fait pour empêcher les animaux sauvages d'entrer. Mais à l'intérieur, la cabane est sans vie, froid, immobile. Le poêle à bois que Marty était connu pour garder allumé en permanence est rempli de cendres, et froid au toucher, inutilisé depuis ce que les enquêteurs estimeront plus tard être au moins 5 jours. Les fournitures qui auraient dû être changées ou consommées sont restées exactement là où elles se trouvaient des semaines plus tôt. Chaque détail suggère une absence soudaine plutôt qu'un déclin progressif. Et Marty lui-même est introuvable. Une recherche dans les environs immédiats n'a rien révélé. Aucune trace ne s'éloigne de l'abri. Aucun signe de lutte. Aucune indication qu'il soit parti intentionnellement ou qu'il ait été forcé par le temps, les animaux ou une panne d'équipement. C'était comme s'il s'était simplement dissous dans la nature sauvage qu'il connaissait mieux que presque n'importe qui. C'est alors que l'un des sauveteurs a remarqué quelque chose qui a fait que le froid n'a soudainement plus eu d'importance. Sur la petite table en bois, où Marty rangeait habituellement son journal et ses cartes de navigation, se trouvait un carnet relié en cuir ouvert. Les pages étaient remplies d'écritures.
l'écriture incomparable de Marty familière à tous ceux qui avaient travaillé à ses côtés au fil des ans. Mais il ne s'agissait pas d'un journal routinier de vérification de pièges ou d'observations météorologiques. Ce qui remplissait ces pages était profondément personnel, cru, dévastateur. Le genre d'écriture qui n'a jamais été destiné à un auditoire. Le chef d'équipe prend immédiatement la décision de préserver les lieux et de contacter les autorités. Quoi qu'il se soit passé ici, quoi que contiennent ces pages, il ne s'agit plus d'une simple affaire de personnes disparues. C'est quelque chose de bien plus complexe et de bien plus déchirant que ce que tout le monde avait imaginé lorsque le pilote a remarqué la cheminée silencieuse pour la première fois. Alors que la nuit tombait sur le Yukon et que les températures chutaient encore plus, l'équipe a sécurisé l'abri et s'est préparée à une longue nuit impitoyable. Il savait que lorsque le jour reviendrait et que les experts pourraient examiner les preuves correctement, la vérité derrière la disparition de Marty Meyer-Otto commencerait à apparaître. Et il sentait même à ce moment-là que la vérité ébranlerait la communauté des Mountain Men jusqu'au plus profond d'elle-même. Le carnet est resté sur la table, ses pages se soulevant légèrement dans le courant d'air de la porte imparfaitement scellée. Des mots écrits dans l'isolement peut-être jamais destinés à être lus par un autre être humain. Pourtant, à présent, ces mots parleraient à des millions de personnes. Ils raconteraient une histoire que les fans n'avaient jamais imaginée, une histoire de lutte intérieure, de secrets gardés, et du coup dévastateur d'une vie vécue à l'extrême limite de l'endurance humaine. Une vie délibérément bâtie sur la solitude. Pour comprendre ce qui a été trouvé dans cet abri, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Marty Meyer-Otto. Pas le personnage soigneusement monté pour la télévision, mais l'homme derrière les images qui ont captivé les téléspectateurs pendant des années dans l'émission Mountain Men. La réalité était bien plus compliquée que ce qui a été montré à l'écran. Marty a parcouru des terrains de trapage dans le Yukon pendant plus de 30 ans, bien avant que la télé-réalité ne le découvre. Il a vécu une vie que la plupart des gens ont du mal à comprendre, des mois d'isolement total, des températures capables de tuer une personne non préparée en quelques minutes et des défis qui ont mis à l'épreuve non seulement la résistance physique, mais aussi la résilience psychologique à son paroxysme. Marty a choisi cette vie intentionnellement. Dans les interviews, il parlait souvent de la paix, de la solitude, de la clarté que procure l'élimination des distractions modernes et de la satisfaction de survivre grâce à la compétence et à la discipline plutôt qu'à la commodité. Les fans admiraient son autonomie, sa maîtrise de la terre et son calme, apparemment inébranlable, dans des conditions qui auraient vaincu la plupart des gens. Mais ce que les caméras n'ont jamais filmé, c'est le prix à payer. Le tribut tranquille de l'isolement. La façon dont la solitude peut lentement se transformer de refuge en confinement. Le moment où l'autonomie s'endurcit pour devenir un dangereux entêtement. Ceux qui connaissaient Marty personnellement ont commencé à remarquer des changements subtils au cours des 2 dernières années. Rien de dramatique au début. Il est devenu plus réservé, moins enclin à s'attarder lors des visites de ravitaillement, les interrompant souvent, comme si quelque chose d'invisible l'appelait à retourner dans la nature. Il y avait des moments où son regard semblait fixé sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir, son expression se crispant avec ce qui ressemblait à de la détermination ou peut-être du désespoir. Sa femme Dominique a partagé ses inquiétudes en privé avec des amis proches, prenant soin de ne jamais le critiquer publiquement. Elle a dit qu'il semblait différent après des séjours prolongés sur le trampoline, plus retiré, moins présent, même lorsqu'il était physiquement à la maison. Et maintenant, dans le silence glacial de cet abri du Yukon, entouré de fournitures intactes et de questions sans réponse, il est devenu évident que Marty Meyer-Otto avait porté bien plus que ce que le monde n'a jamais su. L'équipe de production s'en aperçoit également. Les séances de tournage qui semblaient auparavant naturelles et collaboratives deviennent tendues. Marty s'impatiente de la présence des caméras de l'intrusion dans ce qu'il appelle de plus en plus son sanctuaire. Il a été question qu'il quitte complètement l'émission, mais rien n'a jamais été officialisé. Certains ont attribué ces changements à l'âge. Marty approchait les 60 virgules, et peut-être que le style de vie extrême qu'il avait soutenu pendant des décennies devenait finalement insoutenable. D'autres se sont demandé si la pression exercée par le maintien d'une personnalité télévisuelle, tout en vivant une vie authentique dans la nature sauvage, n'avait pas créé une dissonance cognitive insupportable. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond que peu de gens connaissaient.
Marty était confronté à des problèmes de santé qu'il avait gardés soigneusement cachés. Les médecins lui avaient conseillé d'envisager de réduire le temps passé sur la ligne de piégeage, d'accepter que son corps, bien que toujours capable, n'était plus l'instrument de survie qu'il avait été 20 ans plus tôt. Mais Marty avait résisté à ces recommandations avec ce que son médecin a décrit comme une détermination presque désespérée. Son identité était inextricablement liée à sa vie dans la nature. Il était Marty Mayoroto, trappeur légendaire survivant maître de l'un des environnements les plus rudes de la planète. Accepter les limites, c'était admettre la défaite. Reconnaître la vulnérabilité, c'était trahir tout ce sur quoi il avait construit sa vie. Il a donc continué saison après saison, se poussant plus loin, restant plus longtemps, comme s'il essayait de se prouver quelque chose à lui-même, ou peut-être à un public qui ne se doutait pas qu'il regardait un homme luttant contre sa propre mortalité. Les amis qui le connaissaient depuis le plus longtemps ont reconnu ce schéma. Ils l'avaient déjà vu chez d'autres vétérans de la nature des hommes qui ne pouvaient pas imaginer une vie au-delà de la frontière, qui préféraient tout risquer plutôt que d'admettre que la frontière était finalement devenue trop dure. C'était une sorte d'entêtement, né non pas de l'arrogance, mais de la peur. La peur que sans la nature sauvage, ils cesseraient d'être ce qu'ils ont toujours été. Le territoire du Yukon a été le terrain d'essai de Marty, son sanctuaire, et de plus en plus sa prison, un endroit où il se sentait le plus lui-même, et en même temps le plus seul avec des pensées qu'il ne pouvait pas fuir, la découverte. Lorsque les autorités ont finalement eu accès au contenu complet de l'abri de Marty, le lendemain matin, ce qu'elles ont trouvé a peint un tableau bien plus complexe et déchirant que quiconque ne l'avait imaginé. Le carnet sur la table n'était que le début. Les entrées remontaient à 6 mois à partir de la mi-juin, lorsque Marty était arrivé pour ce qui aurait dû être une saison de piégeage standard prolongée. Les premières entrées étaient typiques observations météorologiques, observations d'animaux, notes sur l'entretien de la cabine et de l'équipement, mais à la fin du mois de juillet, le ton a commencé à changer. Le silence est différent cette année, peut-on lire dans une entrée. Il n'est pas paisible, il est accusateur, comme s'il attendait que j'admette quelque chose que je ne veux pas regarder en face. Au mois d'août, les entrées sont devenues plus révélatrices. Marty a parlé de la douleur qu'il gérait, de l'arthrite qui rendait la pose de pièges de plus en plus complexe, des problèmes de dos qui transformaient des tâches simples en épreuves. Mais le plus inquiétant étaient les références à ce qu'il appelait les périodes de brouillard, lorsque sa pensée n'était pas claire et que des décisions qui auraient dû être automatiques nécessitaient un effort conscient. Je ne me souvenais plus de la ligne de piège que j'avais vérifiée hier, peut-on lire dans un article datant de la fin du mois d'août. Je suis resté 20 minutes à l'embranchement du sentier, essayant de reconstituer mes mouvements. Il ne s'agit pas d'un simple oubli, mais de quelque chose d'autre. Les fournitures médicales trouvées dans la cabane suggèrent que Marty a géré lui-même des conditions qui nécessitaient une supervision médicale appropriée. Des médicaments contre la douleur, bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour des blessures typiques en pleine nature. Des suppléments pour la tension artérielle et les fonctions cognitives. Un dispositif d'alerte médicale qui avait été soigneusement caché dans un coffre de rangement jamais activé, comme si reconnaître sa présence serait s'avouer vaincu. Mais les découvertes les plus déchirantes étaient disséminées dans la cabine, à des endroits qui suggéraient que Marty avait vécu avec un secret qui l'avait consumé. Dans son sac de couchage se trouvaient des lettres écrites mais jamais envoyées. Des lettres à Dominique exprimant son amour et ses regrets. Des lettres à sa fille s'excusant d'avoir été absent physiquement et émotionnellement. Des lettres à d'anciens partenaires de piégeage reconnaissant qu'il les avait repoussés parce que le fait d'accepter de l'aide était ressenti comme un échec. Une lettre datée d'à peine 3 semaines était particulièrement dévastatrice. Je suis venu ici pour prouver que je pouvais encore le faire, pour me montrer que je n'étais pas brisé, pas fini, pas juste un autre homme plus âgé dont le temps est passé. Mais si j'avais tort, si l'entêtement n'était pas la force, si j'avais tellement peur de perdre qui je suis, que j'avais perdu tout le reste, l'équipe de recherche a également trouvé des preuves de ce qui avait probablement été les derniers jours de Marty dans le refuge. Les réserves de nourriture sont restées intactes, le poêle à bois qu'il a apparemment laissé refroidir malgré les températures glaciales. Et surtout son fusil et sa balise de détresse, tous deux à portée de main, suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une situation où il a été frappé d'incapacité ou a perdu la capacité d'appeler à l'aide. Une autre entrée du carnet datée de décembre, soit 5 jours seulement avant la découverte du fourni, un contexte crucial. J'ai pris ma décision.
Le Yukon a été ma maison, mon but, mon identité pendant 30 ans. Mais je me suis accroché à quelque chose qui est déjà en train de m'échapper. Mon corps sait ce que mon orgueil ne veut pas admettre. Il est temps d'arrêter de fuir ce que je ne peux pas changer. Les enquêteurs ont trouvé des preuves que Marty avait commencé à préparer systématiquement la cabane pour une fermeture à long terme. L'équipement avait été méticuleusement organisé et stocké. Les denrées périssables avaient été protégées contre les animaux sauvages. Le refuge avait été organisé non pas pour une absence temporaire mais pour un départ définitif. La dernière note du carnet écrite d'une main qui montrait la tension de quelqu'un qui luttait contre le poids de sa décision disait simplement « Rentrez à la maison, pas parce que je dois le faire ». Il y a de la force là-dedans aussi, même si j'ai mis trop de temps à le voir. Mais il y a eu une autre découverte qui a tout expliqué. Un téléphone satellite soigneusement chargé et placé sur l'étagère près de la porte. Le journal des appels montre un seul appel, sortant passé le 14e décembre à un service d'extraction en milieu sauvage, demandant à être récupéré à des coordonnées spécifiques à environ 15 miles de la cabane. Marty Mayoroto ne s'était pas volatilisé. La nature sauvage ne l'avait pas vaincu. Il avait pris la décision la plus difficile de sa vie, celle de s'éloigner de l'identité qu'il avait construite pendant des décennies, d'accepter ses limites et de retourner dans le monde et la famille qu'il avait tenus à l'écart, tout en poursuivant quelque chose qui ne pouvait plus être soutenu. Secret dans la nature sauvage. La révélation que Marty avait volontairement quitté le refuge de son terrain de trappage a apporté un soulagement, mais a également soulevé de profondes questions. S'il avait organisé sa propre extraction, pourquoi le secret? Pourquoi ne pas simplement informer sa famille, la société de production ou les autorités? Pourquoi quitter un refuge qui semblait abandonné plutôt que correctement fermé? La réponse se trouve dans la psychologie compliquée d'un homme dont l'identité entière avait été construite autour de la maîtrise de la nature sauvage et de l'autosuffisance. Reconnaître publiquement qu'il s'en allait ressemblait pour Marty à un aveu de défaite devant un public de millions de personnes qui l'avaient regardé triompher des défis les plus rudes du Yukon pendant des années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une enquête complémentaire a révélé que Marty avait bel et bien été extrait de coordonnées situées à 15 miles au nord-ouest de son refuge le 14e décembre. Le Wilderness Transport Service l'avait transporté par avion jusqu'à une petite clinique médicale de Dawson City, où il avait passé 2 jours à subir des examens qu'il avait repoussés depuis plus d'1 an. Les résultats médicaux donnent à réfléchir. Marty souffre de troubles neurologiques précoces qui, s'ils sont gérables avec des soins appropriés, rendent dangereux un isolement prolongé dans la nature. Le brouillard dont il a parlé dans son journal n'est pas simplement dû à la fatigue ou au stress. Il s'agit d'un état pathologique qui peut entraîner la désorientation, la confusion et des erreurs de décision potentiellement mortelles dans des situations de survie. Ses médecins l'avaient prévenu depuis des mois, mais Marty avait refusé de l'admettre, convaincu que la volonté et l'expérience pouvaient l'emporter sur la physiologie. Les carnets de notes montrent un homme qui se rend progressivement compte d'une réalité qu'il a combattue, à savoir que le mode de vie sauvage qu'il avait maîtrisé n'était plus viable même s'il le souhaitait désespérément. Ce qui rend la situation particulièrement déchirante, c'est que Marty était seul à porter ce fardeau. Sa femme savait que quelque chose n'allait pas, mais n'en connaissait pas toute l'ampleur. Ses collègues de Mountain Men avaient remarqué des changements, mais les attribuaient au stress quotidien du tournage et de la vie dans la nature. Personne ne se rendait compte qu'il menait un combat privé contre le déclin de ses capacités et la terreur de perdre sa raison d'être. Les lettres trouvées dans son abri ont révélé la profondeur de son isolement. Dans un passage particulièrement cru adressé à Dominique, il avait écrit « Je ne sais pas comment être l'homme que tu as épousé si je ne suis pas l'homme qui survit ici. J'ai construit toute ma vie sur le fait d'être compétent, capable, incassable. » Que se passe-t-il lorsque ces fondations se fissurent? Cette peur de perdre son identité, de devenir insignifiant, d'être considéré comme diminué, l'avait poussé à continuer à repousser des limites de plus en plus dangereuses. Chaque saison sur le terrain de piégeage ne consistait plus seulement à piéger, mais à prouver quelque chose à lui-même et à un public qui, imaginait-il, observait ses moindres gestes avec jugement. Contactée par les enquêteurs, la société de production a reconnu qu'elle avait discuté avec Marty de la réduction de son temps de vie en milieu naturel, mais qu'il s'agissait d'une décision créative et non d'une nécessité sanitaire visant à préserver sa dignité, tout en répondant
à ses propres préoccupations en matière de responsabilité et de bien-être. Rétrospectivement, elle s'est demandé si une intervention plus directe n'aurait pas permis d'éviter cette crise, mais les proches de Marty ont compris que l'intervention n'aurait pas fonctionné. Il a dû prendre cette décision lui-même. Le fait d'être contraint de prendre sa retraite aurait été ressenti comme une condamnation à mort. Le fait de choisir de partir, même si ce choix s'est intervenu après des mois de lutte interne et de détérioration des conditions, lui a permis de conserver un certain sens de l'action. Le pilote du service d'extraction qui avait recueilli Marty a fourni un contexte supplémentaire. Il a décrit un homme qui semblait à la fois soulagé et dévasté, soulagé de prendre enfin une décision qu'il avait évitée et dévasté de reconnaître qu'elle était nécessaire. Le pilote se souvient de Marty regardant les montagnes alors qu'il volait vers la civilisation, son expression ressemblant à du chagrin. Pour Marty, quitter ce refuge n'était pas seulement un départ physique. C'était la fin d'une époque, la clôture d'un chapitre qui avait défini sa vie d'adulte. L'acceptation du fait que le temps a finalement rattrapé les compétences et la détermination qui l'ont soutenu pendant 3 décennies. Le poids de l'isolement. Dans les jours qui ont suivi la découverte de l'abri vide de Marty, une image plus complète de ces derniers mois au Yukon a commencé à émerger. Les amis, la famille et les collègues ont commencé à partager les observations qu'ils avaient faites en privé, sans se rendre compte que d'autres avaient remarqué des signes d'alerte similaires. Dominique a révélé que Marty était devenu de plus en plus réfractaire à la communication pendant ses séjours en milieu sauvage. Il avait toujours limité les contacts. Les appels téléphoniques par satellite étaient coûteux et brefs, mais ces dernières années, il était devenu presque hostile à l'idée de prendre régulièrement de ses nouvelles. Elle avait mis cela sur le compte de son besoin de solitude, mais elle comprenait maintenant qu'il s'agissait d'autre chose, la honte de lutter, la peur de s'entendre dire qu'il devait arrêter. Un collègue trappeur qui connaît Marty depuis 20 ans lui a fait part d'une interaction troublante survenue au printemps précédent. Ils s'étaient croisés sur le terrain de trappage, et Marty avait semblé désorienté, posant des questions sur des lieux et des dates qu'il aurait dû connaître automatiquement. Lorsqu'il avait été gentiment interrogé, il s'était mis sur la défensive, insistant sur le fait qu'il allait bien et que son ami réagissait de façon exagérée à une simple fatigue. L'équipe de production de Mountain Men a révélé que le tournage était devenu de plus en plus complexe. Marty se sentait frustré par les reprises, oubliant ce qui avait été discuté quelques minutes plus tôt sur la composition du plan ou les éléments narratifs. Ils avaient contourné ces problèmes, les attribuant à la tension de jouer tout en gérant un véritable mode de vie en pleine nature. Personne ne voulait reconnaître que quelque chose de plus grave était peut-être en train de se développer. Les dossiers médicaux obtenus avec l'autorisation de la famille ont révélé une série de rendez-vous manqués et de recommandations ignorées. Il avait été conseillé à Marty de subir des tests neurologiques 18 mois auparavant après avoir signalé des symptômes lors d'un examen médical de routine. Il avait accepté mais n'avait jamais donné suite, retournant plutôt à son terrain de trappage pour une autre saison prolongée. Son médecin a noté dans les dossiers que Marty présentait ce qu'il appelait le syndrome d'identité de la nature sauvage, une description non officielle pour les personnes dont le sens de soi est si complètement lié à des modes de vie extrêmes en plein air, qu'elles résistent à toute limitation ou adaptation, même lorsque leur santé l'exige. Il ne s'agissait pas d'un défaut de caractère, mais d'un schéma psychologique commun aux résidents de longue date de la nature sauvage, qui ont construit toute leur identité autour de capacités qui sont inévitablement affectées par l'âge ou la maladie. Les carnets de notes de ces derniers mois au refuge montrent que cette lutte s'intensifie. Marty écrit qu'il voit ses mains trembler lorsqu'il pose des pièges, qu'il a besoin de plusieurs tentatives pour accomplir des tâches qui étaient auparavant automatiques, qu'il est terrorisé de réaliser que son esprit le trahit parfois dans un environnement où la clarté mentale peut faire la différence entre la vie et la mort. Une note particulièrement déchirante datant de novembre décrit un incident au cours duquel il s'est retourné sur un sentier familier. « J'ai parcouru ce chemin des milliers de fois, écrit-il, je connais chaque arbre, chaque tournant, mais aujourd'hui il m'a semblé étranger. J'ai mis 1 heure à reconnaître où j'étais, 1 heure pendant laquelle la panique n'a cessé de monter dans ma gorge, parce que si je ne peux pas faire confiance à mon esprit, à ma mémoire, alors que me reste-t-il ? L'isolement qui avait été son sanctuaire était devenu une source d'amplification de ses peurs. Sans contact humain quotidien, sans vérification de la réalité par des personnes qui le connaissaient bien, Marty s'était retrouvé seul face à un état de santé qui se détériorait et à une terreur grandissante
quant à ce que cela signifiait pour son avenir. Chaque jour difficile devenait la preuve qu'il était en train de perdre la bataille. Chaque moment de confusion devenait la preuve que ses pires craintes se matérialisaient. Les experts en psychologie consultés par les enquêteurs ont noté que l'isolement extrême peut exacerber les problèmes cognitifs, créant une boucle de rétroaction où les symptômes aggravent de l'anxiété, ce qui aggrave les symptômes. Si Marty avait été en contact régulier avec des professionnels de la santé et sa famille, le déclin aurait pu être détecté plus tôt, mieux géré et traité avec moins de traumatisme. Mais Marty avait choisi l'isolement précisément pour éviter ces conversations, pour éviter de voir l'inquiétude dans les yeux des gens, pour empêcher le moment où quelqu'un lui dirait qu'il devait arrêter. Dans son esprit, être seul signifiait que personne ne pouvait lui dire qu'il échouait, mais cela signifiait aussi que personne ne pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait. Les lettres qu'il a écrites, mais qu'il n'a jamais envoyées, révèlent la conscience du piège qu'il a créé. « J'ai repoussé tout le monde pour ne pas avoir à affronter leur inquiétude », écrit-il à Dominique. « Mais maintenant je suis confronté à quelque chose de pire, ma propre inquiétude sans personne pour m'aider à la porter. J'ai eu tellement peur d'être perçu comme un faible que je me suis rendu plus faible en refusant de l'aide. Que reste-t-il ? » 4 jours après que les autorités ont découvert l'abri vide, Marty Maiorotto a enfin rompu son silence public. Depuis un établissement médical où il était en cours de traitement et d'évaluation, il a publié une déclaration d'une franchise caractéristique et d'une honnêteté dévastatrice. J'ai passé 30 ans à prouver que je pouvais survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, peut-on lire dans la déclaration. Ce que j'apprends maintenant, c'est que pour survivre, il faut parfois savoir s'adapter plutôt que de subir. Mon corps et mon esprit m'ont dit qu'il était temps de changer de cap. Je les écoute enfin. Il a reconnu les problèmes de santé qu'il avait gérés et les conseils médicaux qu'il avait ignorés. Il a admis que la fierté et la peur l'avaient maintenu sur la ligne de piégeage plus longtemps qu'il n'était prudent. Et il a exprimé sa gratitude envers l'équipe de recherche qui avait pris sa disparition au sérieux, même s'il était parti de son plein gré. Mais peut-être plus important encore, il s'est adressé aux fans qui avaient suivi son périple en pleine nature pendant des années. Je sais que les gens ont admiré ma confiance et ma résistance, mais je veux que vous compreniez que la véritable force ne consiste pas seulement à endurer, mais aussi à reconnaître les limites et à faire des choix difficiles. J'espère que mon histoire pourra montrer que changer de direction n'est pas un échec, mais une sagesse. La société de production Mountain Men a publié sa propre déclaration exprimant son soutien à la décision de Marty et reconnaissant qu'elle aurait dû être plus proactive dans la prise en compte de ses problèmes de santé. Ils ont annoncé que bien que le temps passé par Marty sur les lignes de piégeage actives ait pris fin, ils espéraient travailler avec lui sur de futurs projets, ne nécessitant pas les exigences physiques extrêmes d'un isolement prolongé dans la nature. Dominique s'est exprimé publiquement pour la première fois, son soulagement étant palpable. J'étais inquiète depuis des mois, mais je me sentais impuissante à intervenir. Marty devait faire ce choix lui-même. Je suis reconnaissant qu'il l'ait fait avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Nous avons maintenant une chance de faire face à cette situation ensemble, au lieu qu'il l'affronte seul. Le pronostic médical, bien que grave, n'était pas catastrophique. Avec une prise en charge adéquate des médicaments et des adaptations du mode de vie, Marty pouvait conserver une qualité de vie pendant des années. L'essentiel était d'assurer un suivi régulier et d'éviter les situations dans lesquelles les défaillances cognitives pouvaient devenir dangereuses, ce qui signifiait qu'un isolement prolongé dans la nature n'était plus envisageable. Pour quelqu'un dont toute l'identité d'adulte s'était construite autour de l'autonomie extrême dans des environnements reculés, cela représentait une réinvention fondamentale. Mais l'expertise de Marty en matière de nature sauvage ne disparaissait pas, elle se transformait. Il a commencé à explorer les moyens de partager ses connaissances par l'écriture, la consultation avec des organisations de conservation et le mentorat de jeunes trappeurs qui pouvaient apprendre de ses dizaines d'années d'expérience. La découverte déchirante faite dans le refuge de Marty, à savoir qu'il luttait en silence contre la détérioration de sa santé tout en conservant une façade d'invincibilité, a eu des répercussions bien au-delà de la communauté des hommes des montagnes. Elle a suscité des conversations sur la masculinité, le vieillissement, l'identité et les défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes dont l'image de soi est liée à des capacités physiques qui changent inévitablement avec le temps. Les psychologues ont noté que l'expérience de Marty reflétait un problème culturel plus large, à savoir la difficulté qu'éprouvent de nombreuses personnes
à passer d'une phase de la vie à une autre, en particulier lorsque leur identité est profondément liée à des capacités ou à des rôles spécifiques. Le contexte de la nature sauvage était unique, mais la lutte sous-jacente pour maintenir un sentiment d'identité, lorsque les circonstances exigent une adaptation, est presque universelle. Le soutien a afflué d'endroits inattendus. Les experts de la nature sauvage ont partagé leurs propres histoires sur la gestion des limites et les transitions difficiles. Les fans ont apprécié l'honnêteté de Marty, notant que le fait de voir quelqu'un qu'ils admirent reconnaître sa vulnérabilité et faire des choix judicieux en réponse à cette vulnérabilité était plus inspirant que de le voir pousser jusqu'à la catastrophe. Le refuge lui-même, désormais vide et dans l'attente de décisions concernant son avenir, se dresse comme un monument à une forme particulière de courage. Non pas le courage d'endurer au-delà de la raison, mais le courage de reconnaître quand l'endurance devient de l'entêtement, quand la force signifie accepter de l'aide plutôt que de la refuser. Alors que l'hiver s'installe dans le territoire du Yukon, cet abri reste silencieux, mais l'histoire qu'il contient, documentée par des journaux, des lettres, et les preuves physiques de la lutte d'un homme avec sa propre mortalité et son identité, est devenue quelque chose de précieux. Ce n'est pas un récit d'avertissement sur l'échec, mais un rappel puissant que les transitions font partie de l'expérience humaine, que la sagesse ressemble parfois à une retraite, plutôt qu'à une avancée, et qu'il y a une force profonde à choisir l'adaptation plutôt que la destruction. La carrière de Marty Mayoroto dans la nature sauvage, telle que les fans la connaissaient, a pris fin, mais sa vie compliquée, contestée et continue avance dans de nouvelles directions. L'homme qui a réussi à survivre aux conditions les plus difficiles du Yukon apprend maintenant quelque chose de tout aussi difficile: comment survivre à la transition entre ce qu'il était et ce qu'il doit devenir. Et dans ce voyage, il offre quelque chose de plus précieux que l'expertise en matière de nature sauvage. Il donne également la permission à d'autres personnes confrontées à leur propre transition nécessaire de faire des choix difficiles avec grâce plutôt qu'avec honte. L'histoire de Marty Mayoroto continue de se dérouler alors qu'il navigue dans cette transition difficile avec la même détermination qui a fait de lui une légende en matière de nature sauvage. Son honnêteté au sujet de la lutte et des limites offre de puissantes leçons sur l'identité, l'adaptation et les différentes formes que peut prendre le courage. Que pensez-vous de sa décision? Partagez dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour sur le voyage de Marty et d'autres histoires de la communauté Mountain Men qui font face à leurs propres défis.